On avait un bandeau, mais très serré. On était nus et on avait une cagoule. Donc on n'a jamais vu. Ma relation avec le monde, c'était mes oreilles. Alors j'avais compté qu'il y avait par exemple 7 sopranos, 10 ténors, 7 barytones. Enfin, j'avais compté que nous étions 23, les gens torturés. Ce qui nous torturait étaient des voix jeunes, des femmes et des hommes. Hein. Et c'était des Uruguayens? Oui, oui, des Uruguayens, tous. Alors j'entendais, attention, on! Et j'ai fait le service militaire, donc je connais ce qui signifie un, c'est le chef. Alors, il apparaissait une voix qui était celui qui m'interrogeait le plus souvent, qui nous interrogeait. C'était le colonel Gavasso, aujourd'hui en prison, enfin depuis longtemps. Le colonel Gavasso, il m'a dit, depuis 6 jours, nous te torturons, comme nous savons le faire. Et tu n'as donné pas un seul renseignement, pas un nom, pas un numéro de téléphone, pas un rendez-vous, rien. Alors nous savons parfaitement que tu n'es pas un montonero et que tu n'as pas de militantisme dans une force armée irrégulière. Mais tu es pire, parce que avec ton sourire et ton piano, tu mets dans ta poche les nègres, ça veut dire les pauvres. Donc tu es pire que les guerrilleros. Et ça, tu vas le payer très cher. Ça, c'est l'accusation la plus grande que j'ai. Ton choix pour le nègre. Le pianiste argentin Miguel Ángel Estrella a été séquestré à Montevideo le 15 décembre 1977 dans le cadre du plan Condor. Accusé d'appartenir au mouvement Montoneros, il est torturé et maintenu au secret avant d'être transféré dans la prison de Libertad. La nouvelle de son emprisonnement suscite une forte émotion internationale. Le monde de la musique classique se mobilise. Un comité de soutien est fondé à Paris par son ami Yves Hagenauer, avec à sa tête Nadia Boulanger, Henri Dutilleux et Yehudi Menuhin. Au terme d'une intense campagne, dans laquelle s'engagent musiciens et diplomates, Miguel Ángel Estrella est libéré et expulsé d'Uruguay le 12 février 1980. La France lui accorde le droit d'asile. L'idée de cet entretien, c'est de vous faire en quelque sorte dialoguer avec certains des documents qui ont été déclassifiés par le ministère des Affaires étrangères. Oui. Votre dossier au Quai d'Orsay commence par un document qui est daté le 23 décembre 1977 à Paris, qui est envoyé à l'ambassade de France à Montevideo et qui dit la chose suivante. L'attention du département a été appelée sur le cas de M. Miguel Ángel Estrella, pianiste argentin de réputation internationale et ancien boursier du gouvernement français, qui aurait été arrêté ou enlevé le 16 décembre dernier à Montevideo, où il était réfugié depuis quelques mois. S'il apparaissait que la promesse d'accueillir M. Estrella en France puisse faciliter sa libération et que le vœu de l'intéressé soit aussi de trouver asile chez nous, vous pourriez adresser au département la demande réglementaire de visa de long séjour avec éventuellement un dossier de présentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. C'était en fait le 15 décembre et qui a commencé.
Ils avaient commencé à faire des enlèvements des Argentins vivant en Uruguay. Et je connaissais 2 ou 3 de ces personnes. Je pouvais imaginer qu'ils militaient dans l'organisation Montoneros. Et en Uruguay, je n'avais pas de militantisme. C'est-à-dire, j'étais parti en Uruguay pour mettre une distance avec la gente argentine parce qu'ils avaient enlevé à Buenos Aires des gens qui habitaient chez moi, des camarades. Alors j'ai appelé cet ami qui habitait dans le quartier. Alors elle arrive à la maison, elle me dit, bon, je vais donner la médication à Javier, mais dis-moi franchement, tu es mêlé de quelque chose? Je lui dis, politiquement, oui. Non, ici en Uruguay, je n'ai pas de militance, je m'occupe de mes élèves, de mes enfants, de travailler mon piano et de faire mes tournées à partir de l'Uruguay. Il a dit, oui, parce qu'il y a que, je suppose, un militaire qui est allé chez moi, qui nous a vus dans un parc, toi et moi, et qui m'interrogeait sur ton éventuelle liaison avec des Tupamaros ou des Montoneros. Je lui ai dit non, non, je n'ai rien à faire. Non. Je connais beaucoup de Tupamaros, beaucoup de Montoneros, mais comme je connais beaucoup de médecins, des comédiens, des avocats, etc. Mais... Donc, cette fille, quand elle est sortie de la maison, elle m'a dit, ils vont t'enlever. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une procédure semblable. Tu sais que pour arriver, je comptais 50 voitures sans plaque d'immatriculation avec des individus armés à l'intérieur. 50 dans les alentours de la maison où tu habites. Et alors, elle me dit, je suis venu en voiture, je te laisse la voiture, je vais t'habiller en moine ou en femme. Et tu pars, parce qu'ils vont t'enlever. Bon, cette fille, je lui dis, non, Susanna, non, non. Et elle est partie et on l'a enlevée à 50 mètres de la maison. On a retrouvé dans les archives diplomatiques un document très intéressant, c'est une note du tribunal suprême militaire uruguayen qui date de la fin de l'année 1979, qui résume les faits, je cite, les faits qui vous sont reprochés à l'époque, donc le point de vue de la junte militaire. L'activité délictueuse de l'accusé Estrella Ávila, prouvée par l'enquête, est la suivante. Il faisait partie d'une cellule de Montoneros qui fonctionnait à son domicile de la rue Guarambaré et qui était composée par les accusés Bracconi, Oliveira, Iraizos et Odasso. Il convient de préciser que l'activité d'un groupe tel que celui qui se faisait connaître sous le nom de Montoneros, ayant lieu dans notre pays, doit être considérée comme subversive. Ainsi, l'État ne peut rester indifférent pour des raisons de sécurité intérieure, puisque sans cette sécurité, il ne saurait y avoir d'ordre juridico-politique. En tout cas, c'est absolument faux. Je n'avais, chez moi, il n'y avait pas une cellule de Montoneros. Nous étions tous les 4 des péronistes, des gens qui appartenaient à la jeunesse péroniste de l'époque. Et donc, les 2 des personnes qui sont citées, qui étaient en couple, Rolando et sa femme, je savais enfin je pouvais supposer très bien qu'ils étaient Montoneros, mais il n'y a pas eu de réunion
de Montonero chez moi, jamais, jamais. La chose qu'ils ont utilisée, c'est le fait que, en rentrant d'une tournée au Canada, j'arrive à Montevideo et il y a un message de quelqu'un qui est passé par la maison me cherchant. Et c'était un très haut leader Montonero, qui était un ami à moi de Tucumán, de ma province natale. On se connaissait depuis l'adolescence. Et quand j'allais travailler avec les populations originaires de la vallée Calchaquí, des Indiens de la vallée Calchaquí, souvent ils faisaient un saut pour écouter mon piano et les commentaires qu'ils faisaient les paysans qui n'avaient jamais entendu parler de Mozart ni vu un piano. Vous êtes séquestré le 15 décembre, donc. Très vite, il y a une solidarité internationale qui se met en place. Et l'un de vos amis, beaucoup de vos amis, mais l'un de vos amis, Yves Agenauer, est l'homme qui va conduire, organiser cette campagne pendant très longtemps, jusqu'à votre libération. En fait, c'est lui qui sera avec vous au moment de votre libération. Mais il y a aussi une personne qui, dès le 23 décembre 1977, donc alors que vous êtes encore dans cette période où vous êtes torturé au secret, si nous avons suivi la chronologie. Donc il y a une personne qui écrit au président Valéry Giscard d'Estaing. Cette personne, c'est Nadia Boulanger, qui avait été votre professeur de piano. Oui. Et qui écrit donc, je cite, « Monsieur le Président, excuserez-vous un geste que seule l'angoisse explique. Un jeune pianiste argentin, Miguel Ángel Estrella, a été arrêté le 16 décembre à Montevideo et depuis aucune nouvelle. Or, s'il s'agit avant tout d'un homme, cet homme est aussi un grand artiste d'un exceptionnel talent, d'une personnalité remarquable. De plus, il a perdu sa jeune femme en 1969 après de longs soins à l'hôpital de Villejuif et est resté avec 2 enfants encore petits à élever. Je m'intéresse à lui depuis des années et suis bouleversé. » Plus loin, Madame Boulanger écrit encore « Connaissant vos sentiments de solidarité humaine, nous voilà devant nous sollicitant votre intervention en faveur de Miguel Ángel Estrella auprès de notre ambassadeur à Montevideo ou peut-être même auprès du président de la République uruguayenne. Il ne s'agit de rien moins que de sauver la vie de M. Estrella et voire d'obtenir sa libération. » Donc le conseiller technique de la présidence de la République, M. Robin, écrit le 6 janvier 1978. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, donc s'adressant à Nadia Boulanger, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing me prie de vous dire qu'il a été vivement sensible aux sentiments qui inspirent votre appel, bien qu'il ne s'agisse pas d'un ressortissant français et que de ce fait nos moyens d'action soient limités, il fait examiner en liaison avec notre ambassade à Montevideo le genre de démarche qui pourrait être entreprise pour sauver Monsieur Miguel Ángel Estrella. Je suis vivant grâce à la France. Le gouvernement français, le gouvernement de Giscard a fait beaucoup de choses. Et le ministère des Affaires étrangères avait pris conscience du phénomène de disparition forcée de personnes. La création dans toute la communauté européenne, mais aussi aux États-Unis, au Mexique, au Canada, il y avait des comités partout pour ma défense et pour ma libération. Alors, à ce moment-là, l'UNESCO était dirigé par un Africain, M. Senghor, Mbo, M. Mbo. Et son deuxième, c'était Federico Mayor. Et ils m'ont raconté que c'était après, quand j'étais déjà ici à Paris, mais tu sais, on a su, je ne sais pas par quel moyen, qu'on s'attaquait à tes mains. Et on ne pouvait pas dormir. Donc, au bout de 4 jours, nous avons pris les taureaux par les cornes et nous avons envoyé 2 ambassadeurs brésiliens pour qu'ils négocient avec les militaires
uruguayen, non pas ta libération, mais que tu ne sois pas transporté clandestinement en Argentine. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Je voulais revenir sur la figure de Nadia Boulanger, parce que nous avons ici aussi une lettre que vous lui avez écrite de votre prison. Elle est datée du 15 août de 1979. C'est en espagnol. Nadia querida, hoy desperté en París, pero no se asuste, pues no estoy loco. Me soñaba en la rue Perronet con usted, Martín e Yves. Eran las 23:15 horas y me sentía lejos de todo esto que estoy viviendo. Me rodeaban la paz y la plenitud. J'essaie de traduire. Chère Nadia, je me suis réveillé à Paris, mais n'ayez pas peur, je ne suis pas fou. J'ai rêvé que nous étions rue Perronet avec vous, Martine et Yves. C'était à 23h15 et je me sentais loin de tout ceci que je vis maintenant. J'étais entouré de paix et de plénitude. Est-ce que vous pouvez, à partir de cette lettre, évoquer peut-être Nadia Boulanger, mais aussi cette expérience de la prison, puisque vous parliez un instant de la torture. Nous voudrions maintenant prolonger un peu cette réminiscence vers ces 2 années où vous étiez emprisonné dans une prison légale, entre guillemets, c'est-à-dire avec un statut de prisonnier officiel du point de vue de l'autorité uruguayenne. Bon, Nadia, évidemment, c'est une partie de mon histoire, parce que bien avant de la connaître, j'avais entendu des disques où elle jouait avec Dino Ripati, qui est mon pianiste préféré, un Roumain qui est mort jeune. Il y avait une telle poésie dans cette manière de jouer le piano, bon bref. Et un jour, bon, j'avais eu un prix international qui me payait un voyage pour venir en France. Je me suis amené très vite à la rue Balu où habitait Nadia. Alors elle m'a écouté gentiment, mais distante, au début. J'ai dit, vous savez, mademoiselle, mon but musical, c'est vous. Alors je lui ai dit, vous allez me permettre de vous jouer quelque chose? Non, ce n'est pas le moment. Je me suis installé au piano. Il a appelé son garde du corps, Giuseppe, qui était énorme en italien. Giuseppe sortait d'ici, ces messieurs. Mais j'avais déjà commencé à jouer du piano. Giuseppe est arrivé, il lui a dit, donc j'ai joué la partita Naut mineur. Alors il était assis à côté de moi. Et quand j'ai fini, il a pris mes mains, il les a embrassées. Il m'a dit, il faut beaucoup souffrir pour jouer comme ça. Vous êtes chez vous et vous venez quand vous voulez. Mais votre souffrance me touche beaucoup. Et votre manière de jouer, vous êtes un poète. Tu sais, même si j'étais pendu, bon, j'essayais, j'ai pensé, par exemple, en Largo de Jean-Sébastien Bach, qui était chanté par les Swing Singers. Je ne sais pas si vous l'avez. Et ma femme chantait ça. Alors j'ai essayé d'imaginer les accords qui faisaient les cordes
qui accompagnait cette musique, cette mélodie. Et c'était un travail énorme, tu sais, quand tu es harcelé par la douleur physique. Tu étais concentré sur les harmonies qui accompagnaient la voix de ma femme. Et j'arrivais à entendre la voix d'elle. En prison, Miguel Ángel Estrella est privé de piano. Il passe des heures à reconstituer mentalement des œuvres de Bach et de Beethoven. L'intervention de la diplomatie britannique lui permet d'obtenir un piano muet en septembre 1978. C'est mon compagnon, tu sais, il va avec moi partout. Avec lui, avec cet instrument qui n'a pas de son, il y avait des camarades qui me disaient « Tu vas devenir fou, parce que tu n'entends pas. » Je dis « J'entends. Quand j'appuie ici, je sais que c'est un Ré. Ça, c'est un La, un Fa, un Ré. » Alors, les problèmes de distance, par exemple, quand j'avais cette petite table de ciment qui était collée au mur, il n'y avait pas de place pour imaginer, par exemple, un morceau de clavier comme ça. Alors là, j'ai presque un entier. Bon, j'avais une bonne technique pianistique, mais je crois que ce clavier m'a fait explorer d'autres aspects physiques de la main et du gestuel du coude, de l'avant-bras et du bras. Alors un jour, c'était le 29, ça c'est une date importante, le 29 c'est Tucumán, 29 septembre c'est San Miguel de Tucumán. Et pour la première fois, je sens la pression de mes doigts. Je commençais à pleurer. Et mon compagnon, il s'est rendu compte tout de suite. Il a préparé un maté, il me l'a offert, me disant « Pour tes mains, Miguel, pour tes mains. »